Voilà. Bon, Madame la ministre, chère présidente de l'USH, avec Michael Cosson, nous avons été missionnés sur une mission sur le logement dont le spectre est assez large. C'est la raison pour laquelle on a envoyé un questionnaire qui est le même questionnaire qu'on envoie à tous nos interlocuteurs. Donc il ne faut pas se sentir trop prisonnier de ce questionnaire, puisque en fait, chacun répond aux questions qui le concernent, enfin, ou le concernent. Le calendrier de notre mission, c'est de rendre un rapport au premier semestre, on va dire. Comme ça, on ne prend pas trop de risques. Au premier semestre 2024. L'idée étant la suivante, cette mission est une initiative du président du MODEM, accepté par la présidente du groupe MODEM, pardon, accepté par la présidente de l'Assemblée nationale, et qui m'en a confié la présidence. L'idée est la suivante, c'est pas moi qui vais vous dire ici quel est le calendrier législatif des lois relatives au logement, mais enfin on va avoir probablement d'ici la fin de l'année une loi sur les copropriétés et sur l'habitat insalubre. On aura sans doute au premier semestre 2024 une loi sur la régulation des meublés touristiques. Et on nous annonce une loi un peu plus lourde, une loi cadre sur le logement, avec un volet décentralisation, pour la fin du premier semestre 2024. Tout ça reste encore un peu flou. Donc le but, nous, de notre mission, c'est d'essayer, avec nos travaux et le rapport qui sera issu de nos travaux, d'alimenter la réflexion du gouvernement, de l'Assemblée nationale sur la loi cadre sur le logement. Donc c'est pour ça qu'on est sur un spectre assez large. L'idée, c'est d'essayer d'analyser la crise dans laquelle nous sommes, qui est à la fois une crise immobilière, mais une crise sociale, une crise de l'offre, bien sûr, une crise de la mobilité, une crise qui touche un secteur économique assez essentiel dans le pays. Enfin bref, elle a de multiples facteurs, et donc comme elle a de multiples facteurs, elle a aussi de multiples réponses. Voilà, donc moi je suis député de la Seine-Saint-Denis, on se connaît, je ne vais pas trop m'étendre sur la présentation, et le rapporteur, je lui laisse la parole pour se présenter, et ensuite... Oui, bonjour à tous. Donc, Michael Cosson, effectivement député donc des Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc notamment, et aujourd'hui effectivement rapporteur de cette mission sur le logement. Donc moi j'ai pu beaucoup évoluer au sein de la DDTM, qui était donc avec la politique du logement. Donc j'ai quelques notions pour y avoir travaillé pendant à peu près 24 ans. Et aujourd'hui, effectivement, ce rapport, il est là pour quelque part non pas venir s'ajouter aux nombreux rapports qui sont peut-être présents dans de nombreux placards, mais faire en sorte que nous disposions à l'issue quelque part des outils qui allaient permettre de pouvoir relancer la production de logements, coller aux besoins des territoires, et aussi faire en sorte qu'à chaque étape de sa vie, aujourd'hui, les blocages qu'on peut rencontrer, à savoir je deviens étudiant, j'ai du mal à me loger, je deviens actif, j'ai du mal à me loger, je deviens senior, j'ai du mal à me loger. Et l'idée, c'est qu'à ces différentes étapes, finalement, nous disposions d'une offre suffisante pour pouvoir avoir ce parcours résidentiel plus simplifié qu'il ne l'est aujourd'hui. Et pour cela, il y a une multitude d'acteurs, mais il y a aussi forcément une multitude de contraintes qu'il nous faut lever. Et moi, ma vision, mon attente, c'est le constat, je crois qu'il est partagé et reconnu de tous. Et maintenant, en fait, c'est quel levier nous utilisons pour, à partir de ce constat, avoir une mallette à outils qui fonctionne. Donc voilà un petit peu, moi, ma volonté de ce rapport. Et très heureux de le partager avec mon voisin. Merci. On vous laisse faire la présentation de l'équipe, et puis le mieux, c'est un propos liminaire, et puis on pose des questions.
Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Donc, Emmanuelle Cos, présidente de l'Union sociale pour l'habitat, ancienne ministre du Logement. Et je suis accompagnée d'Antoine Galewski et de Christophe Canu, tous deux membres de l'Union sociale pour l'habitat. Peut-être tout d'abord vous remercier pour cette audition. Vous dire aussi, Monsieur le rapporteur, qu'en fait, il n'y a pas tant de rapports sur le logement dans sa globalité avec les objectifs que vous venez de préciser sur les leviers. Il y a eu des rapports, en effet, sur des sujets très particuliers. Ça fait plusieurs années qu'il n'y a pas eu ce type de mission d'information plus globale. Et moi, évidemment, je trouve ça extrêmement intéressant, même si par ailleurs, il y a eu des rapports produits d'ailleurs par d'anciens parlementaires et d'anciens députés sur les questions de logement, que ce soit sur le foncier avec le rapport Goldberg, qui, à mon avis, est une mine de propositions sur tous les enjeux fonciers, rapport de 2016, et puis à l'occasion des rapports de contrôle faits sur l'application de la loi Allure par les députés Goldberg et Linkeled, il y avait aussi beaucoup d'éléments, justement, d'amélioration de la légistique, et peut-être d'ailleurs qu'après il y a eu des rapports sur la loi Elan, même si j'ai moins suivi. Mais si je dis ça, c'est qu'en effet, on a eu des rapports d'experts sur certains sujets, sans compter les contributions que nous avons tous produites pour le Conseil national de la refondation, dont d'ailleurs je pense que vous avez eu l'ensemble des travaux, et d'ailleurs peut-être qu'il faudrait que vous ayez aussi l'ensemble des propositions déposées, ce qui est un peu plus volumineux, mais qui avait amené pas mal de réflexions. Mais en même temps, ça fait longtemps que le législateur ne s'est pas posé pour regarder un peu toutes ces questions. Alors, vous le faites dans un moment très particulier, en effet, parce qu'on est dans un moment de crise, une crise multiple. Il y a une crise de l'accès au logement social, il y a une crise de l'accès au logement locatif et privé et de sa raréfaction, une crise de l'accession dans sa globalité, et une interrogation sur, y compris, la durée à venir de cette crise et ses conséquences. En même temps, ce n'est pas une crise qu'on découvre, puisque des alertes ont été lancées depuis plusieurs années. Et en fait, il a juste fallu que les taux d'intérêt remontent pour qu'elle arrive. Hein. Et néanmoins, rappeler que pour le logement social, cette difficulté que nous avons aujourd'hui, ça fait quand même 4 ans que nous la constatons. Donc on est dans une aggravation de notre situation, mais pas dans une découverte. À partir de là, et d'ailleurs pour reprendre votre mot qui est de dire de trouver des solutions pour que chacun, au moment de sa vie, trouve une solution de logement, moi, il me semble que déjà, pour guider les réflexions, après je rentrerai dans le détail du logement social, mais ma petite expérience en matière de logement me montre qu'il faut beaucoup d'années pour avoir une politique du logement qui tienne et qui produise et qui ait des impacts positifs. Et il faut très peu de mesures et très peu de temps pour l'enrayer et la casser. Je vais prendre juste un exemple sur la mobilisation du logement social, puisque des crises, on en a connu. On en a connu en 2008. Il y a eu une crise, y compris dans le logement social, 2012-2013, avec des grosses difficultés de production. Et puis, on a une période ascendante de 2015 à 2017-2018 et qui s'est effondrée en très peu de temps. Et il me semble qu'il faut que les parlementaires entendent cela, et notamment sur les enjeux de législation demain. Parce que je ne vous cache pas, monsieur le député Peu, que en fait, ça m'inquiète plutôt qu'il y ait autant de textes de loi annoncés sur le logement. Parce qu'à chaque fois, c'est en même temps un moment très intéressant, et c'est aussi l'occasion de remettre en cause tellement pan de notre législation qu'à la fin, on arrive avec je trouve, des outils législatifs qui sont parfois compliqués à manier et à comprendre. On n'a même pas digéré la loi Elan là, qu'on nous annonce déjà un texte de loi, et c'est quand même un problème. Et il n'y a pas que sur le logement social, je pense par ailleurs sur le logement privé. Donc, puis bon, j'ai malheureusement connu la difficulté à mettre en œuvre les 200 décrets d'application de la loi Allure, puisque ça a été un de mes rôles quand j'étais ministre, et je ne sais même pas si on a été au bout. Et je ne dis pas ça du tout pour critiquer le travail des parlementaires. Je pense que c'est une responsabilité tant du gouvernement que des parlementaires de se poser la question sur une matière, le logement, aussi réglementé, aussi technique, aussi complexe en termes de responsabilité en fonction des responsabilités de l'État, des collectivités locales, de savoir la qualité de ce que l'on sort à la fin et de nos objectifs. Et très clairement, on a vu que des parties de ces différents textes de loi qui sont sortis ces 10 dernières années, qui n'ont pas été mises en application, c'est notamment parce qu'on n'a jamais fait le travail en amont sur la rédaction des décrets d'application, voire on a eu des difficultés à savoir ce qu'il fallait mettre en œuvre.
Et je me permets de faire cette première introduction parce que c'est en fait, ça rajoute à nos difficultés, par ailleurs, pour répondre aux enjeux de logement. La deuxième chose, c'est que je ne crois pas qu'on pourra faire l'économie d'un débat sur la question, le financement de la politique du logement, son efficacité, qui finance, comment, pour quel résultat. Et on ne pourra pas juste parler de compétences et d'objectifs politiques. Les deux choses sont extrêmement liées. Et d'ailleurs, on le voit bien quand on regarde les politiques liées à la rénovation des logements, on voit bien que sans une politique financière d'accompagnement très forte, on n'arrive pas à mettre en œuvre des objectifs qui sont par ailleurs extrêmement intéressants. Et ça sera le cas pour beaucoup d'enjeux liés au logement. Et donc, ça veut dire aussi que je ne crois pas qu'on peut pas dissocier aujourd'hui. Enfin, je pense que c'est très difficile de dissocier les enjeux d'un texte de loi sur le logement et le sujet, évidemment, des PLF. Même si j'ai bien entendu le ministre des Comptes publics qui d'ailleurs m'a dit qu'on ne réglait pas la question du logement par le PLF. C'est vrai. Mais par contre, avec un PLF, on peut aussi annihiler toute politique du logement efficace. Donc, je me permets de porter ces jugements en introduction. Aujourd'hui, quelles sont nos difficultés? La première, c'est que nous n'arrivons pas, c'est pas nouveau, à faire face à un logement qui est cher. Et il y a eu des tas de politiques qui ont d'ailleurs été efficaces, mais la France a en globalité un logement qui n'est pas bon marché et qui explique en partie ces difficultés-là. On a un logement qui n'est pas au bon marché et qui souvent n'est pas disponible là où sont les besoins. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas le logement, mais en tout cas, il n'est pas disponible là où sont les besoins, ou alors ce qui est disponible ne correspond pas aux besoins. Par exemple, beaucoup de logements 3 et 4 pièces, là où aujourd'hui, ce qui nous est demandé le plus, tout secteur confondu, c'est des studios et des 2 pièces. Et puis, le logement reste cher. Il reste cher dans le locatif, il reste cher dans l'accession. Alors là, dans les mois qui viennent, encore plus cher avec l'enjeu des taux, mais même avant, et c'était d'ailleurs un des problèmes de l'accession à la propriété, il restait cher, mais aussi dans le logement social, puisque, et d'ailleurs, beaucoup de nos ménages sont soutenus par l'APL, mais par ailleurs, on a des loyers de sortie qui demeurent chers, enfin élevés, par rapport aux capacités financières des ménages qui demandent un logement social. Donc il y a quand même cette difficulté-là, et c'est vrai, et je vous renvoie aux travaux du CNR sur le sujet, qu'on a pu voir que notamment la question de l'augmentation très forte des coûts du foncier ces 20 dernières années, et en particulier ces 10 dernières années, a un impact très important sur ce maintien de cette cherté du logement. Je veux dire par là que l'augmentation des coûts, par exemple, sur les normes de construction, l'augmentation des matières premières, ça a été documenté. On a maintenant un observatoire avec le ministère de l'économie qui montre bien ça. Mais en fait, sur une durée de 2-3 ans, on arrive en fait à maîtriser ces enjeux-là. Par contre, l'augmentation constante des prix du foncier demeure vraiment une très grande difficulté. Et y compris, à mon avis, ça impose un débat sur la régulation de ces prix, des plus-values. Je ne rentre pas dans le détail, inversion des systèmes de plus-value, rétention foncière. Et aussi les moyens qu'on donne à la puissance publique dans ces politiques de maîtrise foncière pour arriver à ces objectifs. L'État a investi dans des établissements publics fonciers. Quasiment toutes les régions en sont dotées aujourd'hui. Il y a en plus des établissements publics fonciers locaux. Il y a des établissements publics d'aménagement et donc ces établissements qui sont soit au titre du budget de l'État, soit avec une fiscalité locale quand même, qui ont pour but de faire de la stratégie foncière pour les territoires et donc de maîtriser quand même les prix. Je pense important qu'on quand même on interroge leur capacité à tenir des prix et à ne pas soutenir la surenchère foncière. Donc, ce qui veut dire aussi qu'on doit permettre à ces établissements d'être redotés au nouveau. Je le dis parce qu'évidemment, entre-temps, il y a eu la réforme de la taxe d'habitation qui pose des tas de questions. Et par ailleurs, ces établissements, on leur demande parfois des résultats alors que leur objectif, ce n'est pas de faire de la surenchère foncière. Donc, je pense important de pouvoir les soutenir. Par ailleurs, pour l'avoir expérimenté, je crois vraiment que la politique nationale sur la décote des fonciers de l'État et de ses établissements
pour des projets qu'on pourrait qualifier d'intérêt général. Je pense à du logement social, mais peut-être aussi pour l'implantation parfois de services publics. Ou demain, j'ai pas lu les dernières dispositions, je m'en excuse, mais dans les textes sur la réindustrialisation, je n'ai pas regardé les dispositions relatives à ça. En tout cas, cette politique de la décote, elle nous a été très utile dans les années où nous l'avons faite. Alors évidemment, l'État n'a pas gagné autant d'argent qu'il l'aurait fait sur un marché spéculatif, mais il a permis la production de plusieurs dizaines de milliers de logements. Et moi, il me semble qu'il faut se reposer la question, y compris que cette politique puisse être menée et qu'elle soit validée, notamment par le Conseil immobilier de Bercy. J'ai bien lu les critiques de la Cour des comptes sur ce sujet-là, mais je pense que ce qui n'a pas été regardé, c'est combien les logements produits grâce à ces décotes ont permis d'économiser en termes d'APL, de coûts liés au surpeuplement dans le logement, à l'échec scolaire, etc., etc. Bon, je ne rentre pas trop dans le détail dans le foncier parce que c'est en soi, on pourrait y passer des heures, mais je pense que c'est une question évidemment essentielle. Sur le logement social, on est dans un paradoxe assez fort. On n'a jamais eu autant de demandeurs de logements sociaux. Donc 2 400 000 ménages demandeurs. Parmi ces 2 400 000 demandeurs, c'est 700 000 qui demandent une mobilité. Donc ils sont déjà logés dans le logement social. Ils demandent un logement plus grand ou plus petit. Dans mon souvenir, je grossis un peu les traits, mais un tiers veut plus grand et 2 tiers veulent plus petit. Avec une difficulté, c'est qu'en fait, on a très peu de logements disponibles. Et donc 1 650 000 ménages qui attendent un logement social. Ce chiffre n'a jamais été aussi important. Il est en augmentation continue depuis 3 ans, depuis le Covid. Et surtout, c'est 20% d'augmentation de la demande sur une période de 8 à 10 ans. Et c'est ça qui doit nous interroger. Alors après, on a des caractéristiques sur nos demandeurs. Ils sont un peu plus pauvres que ils sont plus pauvres que la population, la population générale. C'est beaucoup de personnes seules ou des familles monoparentales avec un enfant. C'est beaucoup d'actifs. Donc il n'y a pas que des inactifs. Il y a beaucoup, il y a beaucoup d'actifs. Et évidemment, la difficulté, c'est que jusqu'au Covid, on avait plutôt augmenté le nombre d'attributions de logements sociaux chaque année. On a évidemment un temps d'arrêt au moment du Covid. Mais la difficulté aujourd'hui, c'est que voilà, dans les meilleures années, on attribuait à peu près 420 000 logements sociaux par an. Là, on va plutôt descendre à 350 000, si je ne dis pas de bêtises. Alors, on vous redonnera nos chiffres. Hein. On a tout un document là-dessus parce que je ne les connais pas toujours par cœur. En tout cas, on a donc moins d'attributions et donc moins de rotation dans le parc HLM. Et une demande qui augmente. La deuxième difficulté aujourd'hui, c'est que la demande HLM a augmenté dans toutes les régions. Et il me semble important d'en parler un peu. Dans toutes les régions, y compris les régions qui étaient qualifiées, je mets des guillemets à ce terme, de détendues, c'est-à-dire des régions où il y avait moins de demandes HLM. En 2022, ça a augmenté en moyenne de 7%. Et en fait, ça va de 5% à 11%. Et en Bourgogne-Franche-Comté, par exemple, qui est une région considérée comme détendue, on a quand même une augmentation HLM de 5%. Les territoires très attractifs en matière d'emploi sont extrêmement sollicités. On le voit en région Bretagne, on les voit dans Hauts-de-France, on les voit dans les Pays de la Loire, par exemple. Et puis les territoires qui étaient déjà très sollicités, comme l'Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, mais surtout la partie Rhône-Alpes ou la région PACA, continuent de l'être. Notre analyse à ce moment-là, dans cette période particulière, c'est que très clairement, il y a moins de parcs locatifs privés disponibles ou accessibles. Je ne suis pas capable de préciser. Et donc, plus de ménages qui se tournent vers nous. On voit aussi, il est important de le souligner, que c'est pas simplement... le gros des demandeurs sont souvent des ménages actifs avec 1 ou 2 enfants entre 30 et 45 ans. On a aussi beaucoup de demandeurs qui font leur première demande HLM vers 60 ans, en anticipation de la retraite, 60 ans, 64 ans, et qui donc ont déjà anticipé qu'ils ne pourront pas rester dans leur logement au prix du loyer qu'ils payeront au moment de la retraite.
ça a toujours existé, mais avant, c'était extrêmement plus petit. Là, c'est quand même beaucoup plus. Et puis, je vous l'ai dit, beaucoup plus de demandes pour des appartements petits, beaucoup de ménages composés d'une seule personne ou d'un adulte avec un enfant. Évidemment, que ça soit dans nos demandeurs ou dans la part de locataires HLM, on a environ 11 millions de locataires HLM. Nous avons une part prépondérante des familles monoparentales, bien plus forte que dans la population générale, et des ménages qui sont plus pauvres que dans la population générale. Alors, donc une demande accrue et une production qui n'a jamais été aussi faible, puisque nous risquons dans l'année 2023 de produire, j'espère que mon chiffre va être faux, mais pour l'instant, on est dans un chiffre autour de 85 000. C'est le chiffre qu'a donné le ministre du Logement. Donc, on attendait 95 000. Si ce chiffre était de 85 000, ça serait la plus mauvaise année de production depuis 2005, qui était une très mauvaise année. En gros, depuis à peu près 15 ans, les agréments. Non, les livrets et les livraisons. Alors, je fais les agréments, après je ferai les livraisons. Donc, les agréments en moyenne, mais on vous donnera évidemment toute la série de chiffres sur 20 ans, on est autour d'une production qui est entre 100 et 120 000 les meilleures années et 100 000 les plus faibles. On a eu l'année Covid beaucoup plus faible, mais là, péniblement, l'année dernière, on a fait 95 000 logements. Tout ça est hors reconstitution en rue. Je parle de logements nouveaux qui vont être amenés sur le marché. Et là, cette année, ça reste encore plus bas. Et en termes de mise en chantier, les meilleures années, on faisait à peu près 80 à 90 000 mises en chantier par an. En 2022, c'est déjà que là, on voit la catastrophe. Nous n'avons fait que 66 000, si je ne dis pas de bêtises, ou 60 000. Donc, en fait, on a une baisse très forte de la production, des programmes qui sont mis à disposition, et donc moins de nouveaux programmes qui sont proposés aux locataires, donc moins de réponses à la demande HLM. Donc, évidemment, la répercussion, c'est des demandes HLM qui augmentent parce que les ménages continuent à faire fortement leurs demandes, et puis des difficultés à répondre aux besoins des ménages. Donc, c'est vraiment une impasse parce que le rôle d'un bailleur social, c'est de répondre à la demande HLM. Donc, après, les leviers, et je me tais parce que vous avez vraiment beaucoup de questions et je répondrai plus précisément à vos questions. Les leviers, quels peuvent-ils être? Déjà, je pense une première obligation, c'est que si on veut que l'ensemble du secteur HLM puisse rénover et produire aux objectifs que lui demande l'État, il faut assurer des moyens financiers pérennes et lisibles, pérennes, et qui nous permettent de construire des stratégies sur plusieurs années et pas qu'on ait des à-coups à chaque loi de finances. Je vous renvoie au scénario de la Banque des territoires, c'est celui-là, perspective, c'est le scénario annuel qui, en fait, examine le logement social comme s'il s'agissait d'un seul organisme et il regarde sa capacité à faire sur les 40 ans qui viennent, avec des ratios économiques qui sont choisis. La Caisse des dépôts étant notre banquier, c'est à la Caisse que nous avons l'ensemble de nos encours bancaires, plus de 160 milliards d'euros d'encours de dette. Aujourd'hui, selon la Banque des territoires, en l'état actuel d'un financement qui serait celui de 2023, nous sommes en capacité de rénover que 100 000 logements par an et d'en produire que 70 000, puis 66 000. Donc très en deçà des objectifs de l'État. L'État estime, ça dépend des années, mais en gros qu'on doit produire environ 110 000 logements. Nous pensons qu'il faut en produire certainement un peu plus. Et en termes de rénovation, nous n'avons pas d'objectif quantifié de la part de l'État, mais nous-mêmes, nous estimons que pour tenir la stratégie bas carbone à 2034, mais surtout à 2050, il faut qu'on ait une massification des rénovations et qu'on ait en gros un passage de 120 000 rénovations à 150 000, en sachant que seulement aujourd'hui 2/3 des rénovations amènent le patrimoine social vers le bas carbone, donc classe A et B, et que l'idée, ça serait qu'évidemment, on en ait plus. On a beaucoup de rénovations qui vont être un peu moins disantes. Donc, pour faire sauter des verrous, il faut qu'on ait une visibilité financière et qui nous protège des à-coups économiques, et notamment du taux d'intérêt, du TLA.
Il me semble... Alors, je comprends que ça soit difficile à comprendre, mais typiquement, les mesures prises en 2018, la réduction de loyer de solidarité, les regroupements, etc., ont été justifiées à l'époque et jugées comme indolores par celles et ceux qui les ont soutenues, parce que les taux d'intérêt étaient à 0,5. Aujourd'hui, le taux d'intérêt est à 3, et sans une action déterminée de la Première ministre, il sera à 4. Et donc, en gros, pour que vous ayez en tête, à chaque fois que le taux d'intérêt du livret A augmente d'1%, la dette d'encours pour les bailleurs, c'est en gros 1,4 milliard à 1,6 milliard de dépenses supplémentaires dans l'année. Donc, c'est considérable ce que nous avons vécu depuis 2 ans. Le taux a déjà été augmenté. Il est passé de 0,5 à 1, puis 2, puis 3. Là, on sait qu'il va rester à 3 pendant 18 mois, donc ça nous permet une certaine visibilité, mais il reste à 3%, ce qui est considérable. Et donc, cette année 2023, évidemment 2024, les bailleurs vont consacrer une bonne partie de leurs recettes déjà à payer plus d'encours de dettes. Ce qui explique aussi qu'il faut régler ce problème-là avant de décider si on produit plus ou si on réhabilite plus. Donc c'est quand même un enjeu important. Moi, je ne minimise pas du tout l'effort qui a été fait par le gouvernement, qui nous a vraiment entendus sur ce sujet-là. Mais je dois dire aussi que la RLS qui a été prise dans un contexte de taux d'intérêt extrêmement faible, aujourd'hui est maintenue, alors même que les taux d'intérêt ont été augmentés par 6. Et donc, et j'espère que cette mission peut le permettre, il reste pour nous complètement incompréhensible qu'on ne puisse pas rediscuter dans l'enceinte de l'Assemblée comme dans l'enceinte du Sénat de la RLS, puisqu'à chaque fois que des parlementaires ont voulu ouvrir le débat, ils auraient opposé l'article 40 et donc on ne peut plus en discuter. Mais c'est quand même très important pour nous d'insister là-dessus. C'est 1,3 milliard de recettes locatives que les bailleurs donnent à l'État pour aller au budget de l'État et abonder la réduction des APL, qui ne sont pas investis dans le secteur du logement social. Et il me semble que c'est un levier considérable. Un autre levier qui financièrement a peu d'impact, mais c'est comment les taux de TVA sont utilisés sur l'ensemble des sujets logement, et pas que d'ailleurs logement social. Il fut un temps où le logement social bénéficiait d'une TVA à 5,5 sur l'ensemble des produits du logement social. Puis c'est repassé à 20, puis pour certains, c'est retombé à 10. Enfin, je ne rentre pas dans toute l'histoire. Aujourd'hui, le logement très social bénéficie d'une TVA réduite à 5,5. Les autres produits sont à 10. Et c'est vrai qu'on aurait une stabilité et une... Enfin, très clairement, moi, je ne comprends pas pourquoi on n'a plus le bénéfice de la TVA à 5,5 qui permettait quand même d'avoir un coût du logement moins cher. Après, il y a aussi le débat sur l'accession, et je pense important de le dire. Il y a une TVA à taux réduite pour l'ensemble des programmes d'accession qui sont dans les périmètres des 500 mètres des quartiers politiques de la ville. Ça a été voulu pour amener de la production privée dans des quartiers qui avaient besoin de mixité sociale. Idem pour l'accession sociale à la propriété, idem pour le bail réel solidaire. Sans cette TVA à taux réduite, on ne sait pas sortir les opérations en accession sociale aujourd'hui. Il faut vraiment l'avoir... ça a vraiment un impact, y compris parce qu'on cherche à faire acheter des ménages qui n'ont pas des revenus extrêmement élevés. Et donc, ça a un impact considérable sur cette action. On pourrait aussi, évidemment, discuter des taux de TVA sur la rénovation, mais je ne vais pas aller là-dessus. Les autres leviers, c'est peut-être, et au-delà même des questions de gouvernance, est-ce qu'on décentralise ou pas, etc., etc., sur le logement social, une partie des objectifs sont déjà territorialisés et avec beaucoup de délégataires d'aide à la pierre, des objectifs discutés dans les comités régionaux de l'habitat sous l'égide du préfet. Mais peut-être qu'une des questions qu'il faudra résoudre dans ce texte de loi sur le logement, c'est quelle est la position de l'État sur les besoins en logement et sur le besoin en logement social. Et quand je dis le logement social, c'est le logement familial, mais c'est le logement étudiant, c'est le logement dit accompagné. Et pour nous, c'est un secteur très important où on répond beaucoup aux besoins des élus. Les résidences autonomie pour personnes de plus de 65 ans, ce n'est pas des EHPAD, c'est du logement avec un service disponible, mais surtout, c'est des loyers HLM.
C'est-à-dire qu'à côté de la proposition de promoteurs privés de qualité, d'ailleurs, sur des résidences adaptées aux seniors, nous avons les mêmes propositions, mais à loyer HLM, ce qui est une très forte différence. C'est les résidences pour jeunes actifs, c'est les pensions de famille qui sont une vraie réponse à l'hébergement d'urgence et aux personnes qui vivent à la rue. Pourquoi je vous parle de logement accompagné? Parce que ça représente quand même plus de 350 000 logements aujourd'hui, et c'est considérable en fait dans les territoires, y compris beaucoup de territoires nous sollicitent pour justement développer ces offres-là au-delà du logement familial classique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'ai du mal à savoir exactement ce qu'on attend de nous. Et étant un acteur avec il y a différents statuts parmi le logement social, mais dont certains ont un statut public, un acteur qui est soutenu économiquement par la Caisse des dépôts, par des taux de TVA, par des subventions de l'État, il nous semble extrêmement important que l'État continue d'avoir une vision pour le logement social. Et c'est vrai que je regrette que nous soyons les seuls à essayer de la construire. Et j'espère que justement votre mission peut y répondre. Mon sentiment, c'est que nous, seuls, nous n'allons pas répondre à l'ensemble des besoins du logement, qui sont vraiment multiples. Par contre, nos difficultés impactent l'ensemble des autres secteurs. Typiquement, actuellement, où le secteur privé est en très grande difficulté dans la promotion, c'est un secteur qui, par le passé, a toujours été habitué à ce que les bailleurs sociaux soient présents pour notamment soutenir des programmes immobiliers, les racheter, les transformer en logements sociaux dans des moments où le marché privé n'était plus capable de les absorber. Aujourd'hui, nous sommes dans l'incapacité de le faire. L'État a demandé à 2 acteurs, CDC Habitat et Action Logement, de le faire pour quelques dizaines de milliers de logements, mais ça ne sera pas du tout au niveau des difficultés des promoteurs privés. Et donc, il faut bien se rendre compte que quand on affaiblit une partie du secteur du logement, l'autre quand même le voit, d'autant plus que nous représentons quand même une partie importante de la production annuelle de logement. Donc, c'est vraiment une des difficultés. Enfin, ce qui peut être aussi intéressant, c'est se demander pourquoi autant de ménages ont recours aux bailleurs sociaux aujourd'hui, malgré le temps d'attente. Il y a plusieurs, évidemment, facteurs qui peuvent l'expliquer. La modération des loyers et leur encadrement fixé par la loi est très clairement fait par rapport aux revenus. La faiblesse des salaires, notamment des travailleurs essentiels, puisqu'aujourd'hui, c'est une des priorités de ce que on nous demande, c'est-à-dire de loger les travailleurs essentiels qui sont éligibles au logement très social, PLAI, au logement dit plus, PLUS, qui est le logement juste au-dessus, pour des ménages qui ont des salaires relativement faibles, enfin peu élevés, mais surtout avec très peu de variations dans la durée et qui donc ont très peu de capacité à accéder à la propriété ou aller dans le parc privé. Et puis ensuite, je le dis quand même, la qualité du logement social. Et ça peut faire réfléchir après au modèle que l'on veut pour le logement locatif privé. Mais il ne faut pas oublier que pendant le Covid, une grande partie des bailleurs sociaux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont téléphoné à chacun de leurs locataires. Parce que nous avons cette capacité. Et beaucoup de bailleurs l'ont fait pour savoir comment ils allaient, de quoi ils avaient besoin. Nous avons gardé nos agences qui étaient reconnues comme services publics ouvertes pour, y compris, être un service public dans certains quartiers. Nous avons fait des distributions alimentaires. Nous sommes occupés de personnes qui étaient gravement malades sur lesquelles il fallait interagir. Pourquoi? Parce que notre système fait que nous avons des travailleurs sociaux, des accompagnements de l'innovation sociale, des présences avec de la gestion urbaine de proximité. Je ne parle même pas des sujets de sécurité. Et aussi parce qu'aujourd'hui, nous allons tenir les engagements de réhabilitation fixés par l'État. Ça va être difficile, on sera peu ou prou dans les délais, mais on va le faire, il faut le faire, parce que nous le devons à nos locataires. Donc nous avons quand même aussi ces objectifs-là, et c'est aussi pour ça, évidemment, que souvent devant vous, on demande des moyens financiers pour tenir ces objectifs. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours partagé par tout le monde. Donc je pense qu'il faut quand même interroger cette raison de pourquoi autant de ménages aujourd'hui se tournent vers nous, et notamment parce qu'il y a une faiblesse du marché privé auquel il faut certainement répondre, mais ça veut dire aussi que nous, on ne peut pas laisser autant de gens en attente. Il va falloir quand même qu'on augmente notre offre auprès de ces ménages. Merci beaucoup. J'ai deux questions, je te laisse après. Moi, c'est juste
je poserai sans doute moins de questions aujourd'hui que pour les autres auditions, parce que je maîtrise, en tout cas je connais, on était ensemble à Nantes la semaine dernière, tous ces sujets, on les a beaucoup évoqués. Non, il y a un chiffre, parce que moi j'y vois pas très clair pour l'instant. Ce qui serait intéressant pour qu'on soit bien au clair sur... parce que moi, je préfère parler en mise en chantier ou en livraison qu'en agrément. Les deux sont intéressants, mais concrètement, ce qui arrive sur le marché, c'est ce qui est mis en chantier, quoi. Hein, parce que, bon, même si l'écart entre les agréments et la mise en chantier est sans doute plus faible aujourd'hui qu'il l'a été à d'autres périodes, mais enfin bon. Non, moi, ce que je voudrais savoir, ce que je suis pas au clair sur ce chiffre, si on prend la production annuelle de logements sociaux, mais que l'on retire ce qui est démoli dans le cadre, ce qui est démoli, rénovation en rue ou pas, mais enfin ce qui est démoli. Ce qui est vendu, puisque la loi Elan, c'était aussi une des caractéristiques, il y a toujours eu de la vente HLM, mais la loi Elan en faisait une doctrine, entre guillemets. Donc, entre ce qui est démoli, ce qui est vendu, ce qui est soustrait quoi, au parc HLM, quel est le solde net? Parce que, en fait, c'est quand même un sujet important, c'est-à-dire quelle est la capacité supplémentaire d'accueillir dans du logement social chaque année des ménages. Ça, c'est la première question. Et l'autre, elle est un peu plus... peut-être un peu plus large. Bon, j'ai une remarque. RLS et article 40. Bon, on va essayer de discuter cela, mais enfin, j'ai du mal à concevoir l'opposition de l'article 40 sur une mesure qui, dans sa genèse et dans la loi, était une mesure provisoire. La RLS n'a jamais été votée à l'Assemblée comme une mesure définitive. Elle a été votée pour 3 ans avec une clause de revoyure. Enfin bon, donc normalement, qui dit mesure provisoire dit capacité à la revisiter quand c'est nécessaire. Bon, donc bref, ça c'est une remarque au passage. Non, l'autre question un peu plus large, c'est quel est le regard à ce stade de l'USH sur les projets de décentralisation. Hier, on était avec la Fédération du bâtiment et la CAPEB. Ils nous ont fait part d'inquiétudes hein, sur le sujet, assez clairement, la CAPEB notamment. Et c'est marrant parce que, c'est marrant. La CAPEB, c'est les artisans. On peut penser qu'ils sont au plus près des territoires, et ils le sont. Et en même temps, ils ont manifesté hier une certaine inquiétude sur la décentralisation des politiques du logement. Donc forcément, ça nous intéresse d'avoir un peu le point de vue de chacun là-dessus, puisque ce sera un sujet de la prochaine loi. Alors, sur le solde net, on vous transmettra un tableau après, mais simplement pour préciser quelques chiffres un peu pour refaire de manière linéaire. En 2022, il y a eu 96 000 agréments pour le logement social. En mise en chantier, ça a été 88 000 mises en chantier. Donc, c'est pas lié, parce qu'en fait, c'est un peu décalé. Mais en gros, je regarde là les mises en chantier. Depuis 2010, on a oscillé. Les très bonnes années, on était à plus de 100 000 mises en chantier par an. 88 000, c'était le bas. Et là, ça va baisser en 2023. Voilà. Donc 2022, 88 000 mises en chantier pour 370 000 mises en chantier globales. La vente HLM en 2022, c'est 11 834 logements. Après, il y a le détail. Hein. Et l'accession sociale, c'est 16 300 logements produits en accession sociale, neufs. C'est aussi important de le compter. Voilà. Vas-y, mets ton micro. 10 et 15 000 par an. Donc la livraison nette, on sera autour de 50 000, on va dire, si on veut avoir un ordre de grandeur.
Mais comme on a tous les chiffres, on vous le présentera comme ça, parce qu'en effet, c'est aussi intéressant à voir. Par ailleurs, on vous le transmettra, j'en ai peu parlé, on a produit une étude sur les besoins en logement à l'occasion du congrès HLM, une étude qui part des besoins des EPCI, qui n'est pas donc une étude nationale. On est parti en fait de la data qui est produite par les EPCI, et l'étude est vraiment pour contribuer au débat, met en avant, si on répond aux enjeux de la vacance du logement, de la résolution du mal logement, parce qu'on en parle très peu en fait dans les besoins en logement, l'adaptation des logements aux nouvelles formes de ménage, etc. Elle estime qu'il y a un besoin jusqu'en 2040 de produire, ça ne veut pas dire construire, de produire, de mettre sur le marché 518 000 logements par an en plus, et 198 000 logements sociaux. Ce second chiffre a été mis en lumière en partant de l'agglomération de l'ensemble des besoins à l'échelle des EPCI, basés sur les PLH, etc. Moi-même, je ne vous cache pas, c'est un chiffre auquel je ne m'attendais pas, qui est plus élevé que ce que l'on dit depuis longtemps. Et surtout, on a fait des contrôles de cohérence avec beaucoup de territoires et on se rend compte que ce chiffre est beaucoup plus élevé que ce qu'on dit. Ce qu'on voit aussi dans l'étude, c'est que l'impact de la captation du marché pour la résidence secondaire, l'augmentation de la vacance de logement, fait aussi qu'en fait, ça augmente énormément les besoins en arrivage, je parlais ainsi, de logement sur le marché, considérablement. Mais on vous transmettra cette étude, on l'a sortie la semaine dernière, elle est assez récente. Sur la décentralisation, donc l'Union sociale pour l'habitat est une confédération composée de 5 fédérations. Il y a une fédération, la fédération des offices HLM, donc qui ont une gouvernance avec des collectivités territoriales, qui est depuis longtemps favorable à la décentralisation des politiques de logement et qui d'ailleurs a été très active dans les discussions et les amendements dans le cadre de la loi 3DS. Au nom de l'Union sociale pour l'habitat, moi, j'ai toujours dit qu'en tant qu'opérateur, il ne nous appartenait pas d'avoir un point de vue tranché sur la décentralisation, que pour nous, c'était un débat dans lequel c'était les élus locaux qui devaient être les premiers, concertés, avec qui il fallait discuter, que simplement, nous, on pouvait apporter notre regard. La difficulté est pas tant la décentralisation. Moi, par ailleurs, je suis plutôt assez favorable à décentraliser quand les territoires le font. Non, je connais, oui. Non, t'inquiète pas. J'attendais de voir. La difficulté actuellement, c'est qu'on parle de la décentralisation au moment où il y a une crise. Et c'est assez troublant quand même. C'est étonnant que l'État veuille décentraliser quand ça ne marche pas. Et j'ai été auditionnée par la délégation aux collectivités territoriales en juillet dernier. J'avais eu cette phrase introductive pour dire pourquoi est-ce qu'on décentralise. Est-ce que c'est pour être plus efficace et efficient ou est-ce que c'est pour se délester du fardeau sur les collectivités locales? Et j'ai ce terme un peu grossier, je m'en excuse, mais parce que je pense qu'il faut le dire comme ça. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit des collectivités extrêmement impliquées dans les politiques du logement et d'ailleurs de l'aménagement, qui mettent une bonne partie de leur budget dans ce sujet-là, en plus des aides nationales et déléguées, qui développent, qui ont des services, qui demandent les aides à la pierre par délégation, et ça veut dire que derrière, il y a des services, tout ça. Et puis, on a des collectivités qui, sur les mêmes sujets, sont en carence, et pas simplement sur la loi SRU. Et parfois, elles sont en carence depuis 20 ans. Et donc, la question qu'on se pose comme opérateur, c'est comment, dans une politique décentralisée, l'État apporte une cohésion, une égalité territoriale, et assure qu'il y aura une régulation pour l'ensemble des citoyens à ce côté-là. Ma deuxième interrogation plus personnelle, c'est une de mes craintes, c'est que dans un sujet qui est aussi complexe, l'accès à un logement ou à son adaptation ou la mobilité, tout ça, moi j'ai très peur qu'on laisse les élus locaux et en particulier les maires seuls et qu'ils soient encore plus isolés dans leur capacité à répondre aux besoins. En sachant que déjà aujourd'hui où ce n'est pas décentralisé, pour avoir connu des tas de situations locales, et il suffit de voir les enjeux d'un relogement en programme de rénovation urbaine à celui d'un lotissement ou de difficultés de logements qui ne sont pas adaptés au vieillissement. Mais déjà, les communes sont extrêmement sollicitées avec parfois des grandes difficultés à répondre à ça. Est-ce que demain, elles auront plus les moyens? J'en suis pas certaine. Alors après, on peut décentraliser beaucoup de choses. J'entends les débats, et c'est intéressant, sur des ressources qui seraient des fiscalités décentralisées, des capacités à faire.
Moi, là où je m'interroge, c'est que pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas le véhicule de la loi 3DS qui permettrait de l'expérimentation? Nous, on l'avait proposé à plusieurs reprises qu'à l'occasion de la loi 3DS, dans les territoires qui sont AOH, on puisse avoir des expérimentations d'exercice de la compétence de manière un peu différente, qu'elle soit décentralisée ou déconcentrée, et qui permettrait aussi de faire mieux. Mais sincèrement, si personne ne veut d'une politique du logement forte, qu'elle soit décentralisée ou nationale, quelle est la garantie que ça fonctionne mieux? Moi, c'est ça mon interrogation. Après, bon, on rentre dans une phase de concertation, donc il sera intéressant de le voir. La deuxième chose qui est assez troublante, c'est notamment l'étude dont je vous parle, c'est qu'en fait, quand on quinquaitaine l'ensemble des PLH, et je sais que l'État a prévu de produire une étude d'ici 2 ans sur le sujet, on se rend compte que l'ensemble des PLH expriment des besoins en logement beaucoup plus importants que ce que l'on dit tous depuis 10 ans. Et donc, quand même, ça interroge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a du mal, dans un moment où on a des besoins en logement qui sont un peu minorés, qu'est-ce que c'est demain si, en plus, les collectivités font face à leurs propres besoins et qu'on est très, très loin de cette réussite? Voilà. Moi, je crois quand même beaucoup à la dualité des compétences sur ces sujets-là. Et alors, j'ai parlé de couple, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas... Je mets en garde quand même qu'on laisse seules les communes et les EPCI seules à la manœuvre. Elles font déjà beaucoup et parfois c'est très dur. Et au contraire, dans beaucoup d'endroits, on demande à ce que l'État soit plus présent. Donc c'est fait partie du débat. Petite contribution. Mais après, on sera peut-être amené à en écrire plus. Oui, merci. Je partage aussi le fait que chaque décentralisation a souvent amené une désorganisation, le temps que chacun s'empare du sujet, dans bien d'autres domaines. Moi, j'avais quelques questions, notamment, vous l'avez souligné, le fait que pour bon nombre de territoires, on se retrouve parfois avec une offre de logement inadaptée par rapport aux besoins. Et finalement, tout ce qui a pu se succéder en termes de lois, notamment si on évoque la loi SRU, où on parle de quantité, ou de pourcentage, ou de ratio. Et justement, quelle serait selon vous une manière de pouvoir répondre au mieux aux besoins des territoires ou des EPCI pour que nous évoquions le logement en fonction de la représentativité des populations parce que d'un territoire à un autre, c'est peut-être plus de seniors, plus d'actifs ou plus de logements étudiants. Donc voilà, ça c'était une première question. J'entends le fait que la TVA est forcément un levier essentiel pour que justement on puisse retrouver une production. Par rapport à ce que vous annonciez en termes de mise sur le marché de 66 000 logements, qui est assez éloigné des objectifs, selon vous, quelle capacité financière vous manque-t-il annuellement pour que justement la production qui ne fait que croître la demande soit au rendez-vous? Donc ça signifie aujourd'hui, je pense qu'il y a un certain nombre d'opérations qui est de 66 000. Pour qu'elles passent à 100 000, quelles sont selon vous la capacité financière qui manquerait pour avoir plus d'opérations à sortir? Et dernier point, j'ai eu l'occasion de rencontrer un directeur d'organisme HLM d'un département qui me faisait part en fait peut-être de moyens d'action dont vous pourriez disposer, notamment par rapport aux actifs que vous avez sur l'échelle nationale pour mettre des logements sur le marché avec des opérations peut-être de public-privé. Est-ce que derrière vous avez ce même regard que pouvait me transmettre ce directeur? Et l'autre question que vous avez abordée, justement, c'était sur cette taxation des plus-values qui permettrait peut-être de mobiliser du financier à destination de la politique de logement sur les territoires. Et je crois que là, il y a quelque chose à creuser, puisqu'on n'arrête pas de dire que le logement est en crise. Et pour sortir de la crise, il faut parfois passer par le portefeuille et peut-être pas celui vers lequel on vise à chaque fois, mais peut-être d'autres sources qui permettraient à un territoire, parce que les plus-values, souvent,
elles sont dues aux aménagements réalisés par les collectivités, dont parfois les retombées sont assez insignifiantes, alors que le propriétaire terrien, lui, en bénéficie pleinement. Donc je crois qu'il y a peut-être des propositions que vous pouvez nous faire sur ce point-là. Voilà ce que j'avais noté. Et en tout cas, merci pour cette présentation très exhaustive, très complète. Alors, sur la question de la mutation en fait, de l'offre de logement par rapport aux besoins, il est certain... Alors, il y a la question du parc de logement globalement, il y a ce que nous, on vit dans le logement social. Nous, très clairement, on connaît bien ces enjeux d'inadaptation parce que, comme le parc social a quand même eu un âge d'or qui est les années, qui est les 30 glorieuses, en fait. Et donc, on a beaucoup construit à une époque dans les bassins industriels de l'époque. Et c'est sûr que c'est des bassins qui, alors, certains ont repris une activité considérable ces dernières années, mais d'autres moins. Et donc, c'est vrai qu'on a, très clairement, on a beaucoup de logements sociaux dans la région, dans le Grand Est, Hauts-de-France, Île-de-France et le couloir rhône-alpien, et moins sur le territoire ouest, qui est aujourd'hui un territoire d'attractivité de la population considérable. Donc, il y a la première chose, c'est d'arriver à comment dire, faire en sorte que l'offre suive un peu les évolutions de population, ce qui est quand même très compliqué, parce que quand on regarde les évolutions, par exemple, je pense aux départements des Landes ou de Gironde, où ils ont une attractivité de population folle chaque année, c'est très dur, de toute façon, pour tout le monde de suivre. Ça, c'est la première chose, et malgré tout, on y arrive un peu. Et il est vrai aussi que, d'ailleurs, la loi SRU a permis aussi de le faire, puisque quand même, on parle souvent des communes qui ne respectent pas la loi SRU, mais il y a aussi toutes celles qui la respectent depuis 20 ans et qui arrivent à leurs 25% aujourd'hui et qui arrivent à répondre quand même à ces besoins-là. La plus grande difficulté, c'est le type de logement. Et notamment, c'est cette mutation entre cette forme familiale des T4 et T5, qui était le modèle, en fait, aussi des familles et du nombre d'enfants pendant fort longtemps. Aujourd'hui, on est plutôt sur des T2, T3. Et là, comment dire, le problème, c'est pas les bailleurs. C'est-à-dire que partout où on est capable de transformer 2 T5 en 3 T3, on le fera et on amènera on amènera les salles de bain qu'il faut. On peut faire un T3 et un studio. Enfin, il y a beaucoup de choses que font les bailleurs dans la mutation de leur logement. Mais parfois, en fait, on n'a pas le droit. Enfin, là, je vous parle de sujets, mais tellement stupides que vous allez... Enfin, c'est pas vraiment du niveau de cette audition, mais on a des refus administratifs locaux parce que, par exemple, vous êtes en Normandie, dans un territoire détendu, mais qu'en politique de la ville depuis fort longtemps. Vous cherchez à transformer des T4 et T5 en T2 et T3, et on vous dit non, parce que ça va faire plus de logements sociaux et qu'on ne veut pas augmenter, mais enfin, on parle de quelques dizaines. Mais sauf que c'est ça notre quotidien. Notre quotidien, c'est dans un PRU à Nogent-le-Rotrou qu'on ait bloqué le bailleur pendant 3 ans pour faire 5 logements supplémentaires parce qu'on était en QPV et qu'il ne fallait pas, et comme si ces 5 logements qu'allaient transformer la question sociale du secteur. Enfin, vous voyez, alors c'est pour ça que ça me fait marrer quand on parle de décentralisation, c'est que de toute façon, en même temps, quand il s'agit d'avoir de l'adaptation locale, en réalité, on n'a jamais les lieux de discussion. Et ça, c'est une grosse question. Alors, la massification de la réhabilitation, et notamment de la réhabilitation. Alors, quand on fait de la réhabilitation en milieu occupé, on va peu changer l'intérieur des logements. Dès qu'on peut faire de la seconde vie, ce que j'ai enfin obtenu de la part de l'État, puisque c'est enfin inscrit dans le projet de loi de finances, et c'est quelque chose que je porte depuis 2 ans, là, on peut changer totalement le type de logement qu'on propose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des réussites. Ce qu'a fait Archipel Habitat à Rennes, où en fait, au pied du métro, ils transforment ces tours anciennes qui correspondaient plus au mode de vie et plus personne ne voulait habiter dedans. Elles sont entièrement réhabilitées, mais en fait, on a changé la hauteur sous plafond. On a transformé les très grands logements en T3. On fait de la résidence jeunes actifs. Ils ont changé totalement l'offre sur une même tour. Ça permet de faire ce dont vous parlez, c'est-à-dire une capacité à proposer des produits différents, et y compris en quantité multiple, ce qui permet aussi de mixer les publics et de ne pas avoir qu'un public familial ou qu'un public jeune. Donc,
là-dessus, nous, ce qu'on aimerait, c'est de l'agilité beaucoup plus forte et qu'on ait plutôt une capacité, qu'on puisse être dans une discussion quasiment contractuelle et qu'on ne soit pas sur des législations coup près. Ça, c'est la première chose. Ensuite, une des difficultés, c'est que aujourd'hui, quand même, ce qu'on voit, parce que nous regardons beaucoup les PLH qui expriment les besoins de population et notamment la physionomie de la population dans un territoire à 10 ans, voire 20 ans, voire plus. Quand même, il y a des endroits où il n'y a encore pas de PLH. Je ne vous cache pas que je trouve ça quand même très compliqué d'aller dans des territoires où on n'a, nous, pas de documents pour justement étudier les besoins et y répondre. Ça, c'est une des difficultés. Et ensuite, parfois, la difficulté dans nos relations avec les collectivités locales, de leur faire comprendre qu'il ne faut pas qu'un seul produit. Parce que celui qui est étudiant demain va être adulte avec enfants, et puis des familles actives vont aller vers la retraite. Et donc la capacité, c'est d'être capable de faire des mixités en fait, de produits qui marchent quand même pas mal à l'échelle de quartier. Encore faut-il qu'on y arrive, évidemment. Votre question sur les capacités financières annuelles. Alors j'avais une réponse qui était construite à l'époque avant la loi climat et résilience. Et puis, les choses changent avec la loi climat et résilience, puisque d'un seul coup, on passe à une obligation de rénovation. Donc, nous, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que... parce qu'en fait, il n'y a pas eu que la RLS en 2018. Il y a eu la RLS, il y a eu la perte de la TVA, il y a eu le gel des loyers. Et ça, le gel des loyers sur une année, nous le payons sur plusieurs années. Ce n'est pas qu'une année qu'on perd. Hein. On perd le gel de ces loyers pendant tout le fil de notre financement, donc pendant fort longtemps. Donc on a eu tout ça, et en échange, on a eu au début un taux fixe, et puis après, on a une augmentation du taux du livret A. Donc, nous, ce qu'on a dit notamment, c'est que pour produire à un niveau autour de 100 000, on a mis dans le scénario, ou 110 000 ? De 110 000. Et pour rénover, mais peut-être que c'est toi qui vas dire le scénario, tu as les chiffres en tête. Vas-y, parce qu'on a fait tout un scénario, justement, pour répondre à cette question que le gouvernement nous avait amené. Et après, tu vas détailler. En fait, ce qu'on a calculé, c'est que pour répondre à la loi climat-résilience en gardant une production forte, il faut qu'en fait, nos montants d'investissement, qui sont aujourd'hui de 15 milliards, passent à 25 milliards. Après, Christophe va vous les décrire, et puis on pourra vous transmettre un scénario qui est sur 2 pages. Donc, c'est un scénario qui est un tout petit peu plus musclé que ce qu'il y a dans Perspective. On a discuté avec la DHUP. On a prévu donc 150 000 réhabilitations et des changements de vecteurs. Et en fait, ce qui compte, c'est de réfléchir en euros. On passerait de 4 milliards, 4 milliards et demi à 9 milliards d'investissements annuels. C'est pas tellement le nombre de réhabilitations qui compte, c'est aussi que c'est des réhabilitations beaucoup plus lourdes. Et donc, c'est un doublement du montant des travaux. Et si on ne veut pas que ce soit au détriment de la production neuve, ça s'ajoute. Et donc, on passerait de 15 milliards à 25 milliards. Ça, c'est notre scénario un petit peu qui nous permet, pas de faire plus, mais qui nous permet de faire ce sur quoi on est déjà engagé. C'est sûr que... C'est sûr qu'en fait, tous les scénarios qui ont été construits autour de 2018-2019 n'avaient pas envisagé 2 choses. D'une part, l'augmentation des taux. Et deuxièmement, la loi climat et résilience. C'est-à-dire, et je dis tout de suite, je ne la remets surtout pas en cause. Moi, je pense que c'est extrêmement important ce qui a été mis dans cette loi. Même si c'est dur, évidemment, qu'il faut faire des mutations d'investissement et qu'on réhabilite en plus en milieu occupé, donc ce n'est pas des chantiers faciles. Sauf que tous ces travaux qu'on fait, c'est un bénéfice pour tout le monde. Hein. On va baisser les charges locatives, on va baisser la fragilité des ménages. Par ailleurs, on redonne de la vie à ce patrimoine pour des dizaines d'années. Donc, en fait, c'est extrêmement vertueux. C'est juste la mise en branle de ça qui est compliquée. Et la difficulté, c'est l'arbitrage avec la partie production. Alors justement, pour parler de production, parce que vous parliez de partenariat, quels moyens d'action, la capacité à faire. Alors aujourd'hui, les bailleurs sociaux, d'une part, il y a des mutations actuelles. D'une part, les bailleurs sociaux, beaucoup maintenant font aussi de l'aménagement. Alors les SEM, qui représentent une toute petite partie du secteur de bailleurs sociaux, en feront depuis longtemps, mais les opérateurs HLM maintenant en font, notamment parce qu'ils ont fait le constat qu'ils avaient moins d'accès au foncier que par le passé et qu'il fallait retrouver des marges de manœuvre.
Par ailleurs, pour certains territoires où l'organisme HLM est le premier maître d'ouvrage du territoire, c'est notamment le cas d'offices départementaux dans des départements plutôt ruraux, aujourd'hui, il est nécessaire de faire l'aménagement. Et d'ailleurs, la loi Elan nous a permis quelques facilités, y compris pour faire d'autres missions qui restent d'intérêt public que celle du logement en tant que tel. Nous construisons des gendarmeries, il nous arrive de construire des services publics à la demande des communes, voire de porter de pied, aussi parce qu'il y a des endroits, il n'y a que nous. Vraiment, tout simplement. Et on a des équipes de maîtrise d'ouvrage. Donc, c'est sûr que c'est normal que les territoires nous demandent cela. Par ailleurs, on est très impliqué, évidemment, dans les opérations Action Cœur de Ville, en centre-bourg, où à la fin, il n'y a pas que de la sortie en social. Hein. Il va y avoir de la revente, soit en VFA inversé, c'est-à-dire qu'on va produire pour le privé, soit des reventes dans de l'accession libre. Nous avons la capacité à produire du logement intermédiaire. Alors, ça s'est beaucoup fait ces 10 dernières années sous forme de foncières séparées, notamment avec les très grosses comme Inly. Mais là, le ministre souhaite que nous ayons une capacité à détenir jusqu'à 20% de logements non conventionnés ou libres. Aujourd'hui, c'est 10%. Et cette possibilité nous est donnée aujourd'hui, notamment parce que ça permet d'améliorer les équilibres économiques des opérations et donc d'avoir une plus grande mixité. Donc, je pense que les bailleurs vont utiliser ces dispositions aussi pour avoir peut-être une plus grande mixité de leurs demandes. Après, il faut faire attention, hein, c'est que nos demandeurs HLM, ils sont éligibles au plafond PLI ou plus. On a déjà très peu de demandeurs au plafond PLS. Alors, pour rentrer dans le LLI, il y en a quasiment pas. Donc, il faut aussi être très, très clair, hein, c'est que nos demandeurs, et notamment tous ceux qui sont actifs, qui sont en fait dans des niveaux de salaire autour du SMIC plus 10%, c'est vraiment le profil typique du travailleur essentiel qui est éligible au logement social classique et qui peut être de temps en temps accessible à l'accession sociale. Donc, il y a ça. Et puis, c'est vrai que... on a beaucoup porté le démembrement pour faire le bail réel solidaire en accession. On est amené à travailler avec des acteurs privés sur une production notamment mixte. Après, il y a un autre débat derrière, vous le savez, qui est le statut des opérateurs HLM. Hein. Certains prônent une sorte de privatisation ou de titrisation du secteur HLM pour en fait le traiter comme un secteur économique libre, privé, ce à quoi nous sommes, nous, extrêmement opposés, notamment parce que nous exerçons un service d'intérêt économique général au titre de la classification européenne, ce qui explique certains soutiens de l'État, mais aussi nos obligations. Nous avons des obligations légales sur le relogement, sur la mise en œuvre du DALO, puisque nous sommes les seuls acteurs du logement à mettre en œuvre la politique et nous sommes les seuls à rendre des comptes sur les enjeux de mixité sociale. Enfin, je veux dire, les soutiens sont contrôlés par ailleurs, et ce que je trouve tout à fait normal, y compris on a une mission d'inspection qui nous contrôle, etc. Et par ailleurs, les biens, le logement social, c'est un bien qui appartient à la nation. Il a été financé par les prêts de la Caisse des dépôts et l'épargne des Français, par des subventions de l'État et des collectivités, même si c'est après difficile de savoir. Il ne faut pas aussi oublier que cette richesse de 5,6 millions de logements, c'est ça. Et y compris, c'est très important, parce que certains États européens ont vendu leur patrimoine social à plusieurs époques, et aujourd'hui, ils s'en mordent les doigts. C'est le sujet en Allemagne, où en fait ça a été vendu à des fonds d'investissement, même s'ils sont publics, mais aujourd'hui les collectivités n'ont plus la maîtrise du parc social. C'est le cas en Angleterre, avec aujourd'hui des collectivités qui cherchent à reconstruire un patrimoine social et n'y arrivent pas. C'est le cas aux Pays-Bas, mais ça a été arrêté en plein milieu. Et à côté de ça, vous avez le modèle autrichien, qui est un modèle encore plus poussé que le nôtre, où là tout le monde vante le modèle autrichien, où justement la puissance publique a gardé un certain encadrement de ce logement social. Donc, c'est un débat en soi très intéressant, mais on est plutôt aujourd'hui justement sur une... Enfin, ce qui est étonnant, c'est que c'est en France que ce débat reprend, à un moment où toute l'Europe nous félicite et nous salue pour la pérennité du modèle social français, que je note. Alors, votre dernière question sur l'inversation des taxations de la plus-value. Alors, tout d'abord, il y a quelques dispositions, mais moi-même, je n'ai plus en tête si elles ont été évaluées. Il y a notamment des
des dispositions fiscales sur les plus-values lorsque vous vendez un terrain pour un programme de logement social qui existe depuis plusieurs années, qui a quand même permis de faciliter des ventes, et notamment, alors je sais pas si en tant que telle elle a été évaluée, mais je sais que ça a servi de modèle pour d'autres sujets, y compris pour peut-être des sujets de attractivité du territoire, tout ça. Et après, la question, alors une des questions en effet qui peut se poser, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites sur le fait que les investissements d'une collectivité locale, je pense notamment au transport, mais y compris quand on fait la rénovation urbaine, donc quand il y a un apport de subvention de la collectivité, de l'État, d'Action Logement, enfin tout le monde se met par un quartier, on améliore les conditions de vie d'un quartier, on améliore la voirie, et on sait ce que ça coûte. Donc on améliore tout ça. L'ensemble du secteur va y compris, on va augmenter, les prix du marché immobilier vont augmenter, on le voit, et c'est une bonne nouvelle. Sauf qu'en fait, c'est la puissance publique dans sa globalité qui a investi, et c'est le propriétaire privé qui répercute ça. Ça, moi, en effet, ça m'interroge beaucoup. Ça a été au cœur des débats du CNR. De même, et on en a parlé, quand des élus, à l'occasion de leurs plans locaux de l'urbanisme, décident de classer certains terrains en zone constructible, ils font faire des culbutes, je prends ce terme-là, financières, alors même qu'on le fait pour le bien de la collectivité. Donc, moi, en effet, moi, je trouverais intéressant que la puissance publique reste à la définir entre l'État et les collectivités, puisse, à l'occasion de la taxation des plus-values, retrouver une partie de son investissement. Et alors, je pense notamment sur les grandes infrastructures de transport. Quand on amène un tram, je parle devant le député Peu, mais quand on amène un tram et qu'on désenclave des territoires que vous connaissez bien, oui, on a vu que tout le marché francilien, les prix ont augmenté tout le long de la ligne du tram, alors que ça a été payé par les collectivités et par l'impôt. Donc oui, moi je pense qu'il y a une certaine justice aujourd'hui à ce que les collectivités retrouvent une partie de leurs investissements par une participation de la plus-value qui pourrait, alors soit leur est versée, soit on l'augmente. Puis après, il y a le sujet de la rétention foncière, un long débat qui nous occupe depuis très très longtemps. Des propositions ont été faites pour qu'on inverse le système de la fiscalité pour éviter la rétention foncière. Je sais que ce sujet est particulièrement débattu. Et puis il y a aussi la question des valeurs foncières qui sont parfois erronées, à la hausse ou à la baisse, et qui posent des questions. Et c'est vrai que sur la question foncière, je pense que c'est un chantier qui va bien au-delà de 1 ou 2 mandats politiques. C'est peut-être... Je pense qu'en effet, il faudrait qu'on fasse notre révolution foncière, mais ça demande un consensus politique qui est peut-être pas existant aujourd'hui, mais dont on aurait besoin, pas que sur le logement d'ailleurs. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui rend nous, dans le logement, nos difficultés? C'est parce qu'on est trop en concurrence avec les programmes de logement beaucoup plus rentables, donc ils achètent plus cher, mais on est aussi en concurrence avec les enjeux du développement de l'industrie, de l'agriculture, de besoins de services publics, des infrastructures, et qu'en fait, tout le monde se dispute le même foncier. Et c'est vrai voilà. Et dans un moment, il faut baisser la consommation foncière. Donc c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. On pourrait aussi, c'est un débat qui a été soulevé par certains, que peut-être quand des propriétaires fonciers vendent des terrains pour des programmes qui ont une certaine densité, et donc qu'ils évitent un étalement urbain et la consommation foncière et respectent le ZAN, tout ça, peut-être qu'aussi on pourrait peut-être favoriser dans la fiscalité celles et ceux qui permettent d'avoir des densités qui seraient plus élevées, tout en respectant le PLU, mais plus élevées qu'un petit programme. Parce qu'on ne peut pas non plus mettre de côté ces enjeux sur le ZAN qui ont aussi un impact... auront un impact sur la question évidemment foncière. Je crois que je dois répondre. Non, mais merci. Tu as d'autres... Vas-y. Ouais, j'avais une question. Aujourd'hui, on n'arrête pas de nous parler, ce qui est logique, justement du vieillissement de la population. Vous le disiez tout à l'heure, avec une augmentation des plus de 60 ans qui réclament un logement social, comment vous pouvez jouer un rôle essentiel pour, non pas qu'on soit dans une politique de réaction comme beaucoup d'autres, mais dans une politique d'anticipation
pour que justement il y ait une offre à destination de ces seniors qui réclament et souvent se retrouvent confrontés à rester dans un logement inadapté à leur vieillissement, et comment faire en sorte que les organismes HLM aient un rôle pour proposer différents types d'habitats adaptés, proches des commodités, et justement qui répondent à tout ce qui est limiter l'artificialisation, parler de densification, et aussi qui pourrait demain être une solution pour toutes ces personnes qui apportent ces soins et qui, pour pouvoir se loger, sont obligés d'en être très éloignés dû au coût de foncier et coût terrain. Donc, comment est-ce qu'il y a déjà une démarche au sein de vos organismes pour justement répondre à cette problématique qui ne va cesser de se renforcer? Alors, tout d'abord, concernant nos locataires, on a... mais je m'excuse parce qu'on n'a pas tout à fait les chiffres exacts, parce que... Non, mais... Oui, mais c'est surtout parce qu'en fait, on manque de l'enquête INSEE sur le logement, que nous attendons depuis 10 ans. Ah, mais nous, on a nos propres data, mais c'est quand même fou. Hein. Bon, mais je jette la pierre à personne, parce que moi-même, j'ai pas réussi à la mettre en œuvre quand j'étais ministre. Donc, voilà. C'est une erreur collective. Mais en gros, nous avons plus de 30% de nos locataires qui ont plus de 65 ans. Plus de 10% qui ont plus de 75 ans, qui sont donc logés aujourd'hui chez nous. Et donc, on a des locataires qui vieillissent. C'est souvent, par ailleurs, des locataires qui sont souvent là depuis la création des immeubles. Oui, on en a beaucoup, on en rencontre beaucoup. C'est par ailleurs très souvent des militants locataires assez actifs. Donc, il y a déjà l'enjeu pour ceux qui sont aujourd'hui dans le logement social. Ces ménages-là ne vont pas accéder à la propriété, on va être très clair. Donc, la question est plutôt de les accompagner dans le 3e et 4e âge. Il y a deux questionnements. D'une part, évidemment, traiter les enjeux d'adaptation du logement à la demande, mais ça, aujourd'hui, les bailleurs le font, puis on est quand même soutenu, on a quand même des aides. On a ensuite une convention là qu'on a re-signée au Congrès HLM avec la CNAV, alors là, qui va beaucoup plus loin, avec la CNAV et la MSA et derrière les CARSAT, qui sont vraiment alors là pour de soutenir des projets spécifiques sur l'accompagnement des seniors. Alors, il y a plusieurs types de projets. Il y a tous les projets qui visent en effet à amener le service dans le logement actuel plutôt que de sortir les ménages de leur logement et donc de les déraciner de leurs réseaux locaux. Et là-dessus, je pense qu'il faut qu'on change de vision parce que dans les discussions que j'ai avec le ministère de l'économie, il nous est souvent reproché que nous ayons des ménages qui sont en sous-occupation. C'est-à-dire qu'il y ait plus de pièces dans le logement que de nombre de personnes dans le ménage. Cette remarque vise essentiellement des femmes seules, veuves, de plus de 70 ans, voire de plus de 75 ans. Et il nous est fait le reproche qu'elles ne sont pas déménagées. Elles sont protégées par la loi, très clairement. Et à chaque fois, on me dit, mais il faut que ces gens bougent. Et je pense que c'est d'une violence totalement inouïe, que c'est une lecture que technocratique, et surtout, même si ces ménages, ces locataires devaient changer de logement, elles cherchent à vivre dans des 2 pièces que nous n'avons pas. Donc, par ailleurs, une de nos difficultés, c'est que souvent, on ne peut pas reproduire ces logements dans les patrimoines déjà occupés. Donc je dis ça parce que on regarde souvent les chiffres de la sous-occupation dans le logement social pour l'expliquer comme quoi si on résolvait la sous-occupation, il y aurait plus de gens qui pourraient y rentrer. Déjà, on s'est rendu compte avec les comparaisons avec le parc privé que notre parc est plus occupé que le parc privé. Donc le sujet de la sous-occupation est un sujet national. Et qu'ensuite, je ne crois pas qu'on peut socialement, politiquement, porter un projet d'éviction des ménages les plus âgés au titre du fait qu'ils sont seuls. Et donc, c'est aussi pour ça que beaucoup de bailleurs dans les territoires, et notamment en territoires périurbains et ruraux, on a beaucoup de patrimoine, on développe plutôt du service dans le logement plutôt qu'à l'extérieur. Parce qu'on s'est rendu compte, en effet, quand on est dans des secteurs, qu'on n'est pas en centre-ville et pas irrigué par de la mobilité correcte, les locataires ne vont pas vers le service. Alors, le service, c'est quoi? C'est de l'accompagnement social, y compris du travail sur l'accès aux droits, parce que l'électronisme est fort dans ces publics-là. Et puis après, c'est de l'accompagnement. Évidemment, on parle de publics qui ne sont pas dépendants, hein, mais c'est de l'accompagnement sur la vie quotidienne.
menus travaux. Il y a y compris des gardiens aujourd'hui qui ont une mutation de leur fonction, qui ont aussi un rôle d'accompagnement. C'est les enjeux sur les courses, les menus services. Alors ça peut être soit des salariés internes des bailleurs, soit des régies avec lesquelles on travaille. Et puis nous avons de plus en plus de projets de partenariat avec le secteur médical local, avec une interaction plus forte, donc je pense infirmiers, aides-soignantes, médecins aussi, pour justement amener le service dans le logement. Après, les questions qui peuvent se poser, c'est la facturation, puisque est-ce que c'est un service qui est facturé dans sa globalité à tous les locataires? Est-ce que c'est à la carte? Et quel est son revenu? Alors, il y a pas mal de bailleurs qui ont développé des pratiques assez différentes qui fonctionnent mieux. Très clairement, c'est les bailleurs qui sont dans les territoires les plus... la population la plus âgée qui ont développé ça de manière beaucoup plus forte. Et très souvent, dans les missions sociales du bailleur, on prend en charge une partie de ce coût. Le deuxième sujet, c'est des produits dits spécifiques. Je pense notamment aux résidences autonomie. C'est ce qui remplace ce qui s'appelait les résidences pour personnes âgées, les RPA, qui étaient parfois quand même des résidences pas d'une super qualité d'accueil. Donc les résidences pour personnes, les résidences autonomie sont donc des résidences de logements sociaux. C'est souvent les personnes ont des T2 ou des T1 bis, donc pas des très grandes surfaces, mais c'est leur logement totalement privé, salle de bain, cuisine, tout. Mais un service qui est du personnel 24 heures sur 24, ou en tout cas toute la journée, et un gardiennage et une restauration. Donc ça, c'est vraiment... Et ça, c'est la solution au loyer social. Hein. Donc le T2, il a le prix du loyer social. Alors, il est souvent cofinancé par la CARSAT et tout ça. Et ça, très clairement, on a beaucoup de nos locataires qui vont vers ce type de logement, parce qu'y compris pour être en centre-ville, comme vous venez de le dire, et quitter des logements dans lesquels l'entretien est trop difficile à faire. Donc moi, je crois beaucoup au développement de ces résidences. Après, je vais dire les choses franchement, le modèle économique est inexistant. Mais je le dis, l'UNAFO, qui est l'Union des opérateurs gestionnaires du logement accompagné, pourrait vous fournir les études que nous avons faites de manière conjointe. C'est-à-dire que ce n'est pas assez financé. Donc en fait, on le fait, ça vit très bien, ça permet de loger correctement des personnes dans des loyers autour de 400 à 500 euros, mais il y a le modèle économique inexistant. Donc en fait, les bailleurs, on assume la perte d'exploitation sur l'ensemble de nos recettes, et c'est d'autres produits plus rentables qui nous permettent de le faire, mais c'est extrêmement dommage qu'on n'en ait pas plus. Mais objectivement, c'est une très bonne solution, y compris pour des publics qui ne peuvent pas aller dans des résidences qui marchent très bien, qui sont très bien, mais qui sont à 3 000 euros de loyer. Je pense que... moi, je crois beaucoup à ça. Et puis après, il y a ce qui a été permis dans la loi, dont j'ai oublié le nom, de 2015, qui est sur l'habitat inclusif, alors que développent certains bailleurs, où là, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus poussé. Alors, ça ne répond pas qu'aux enjeux de vieillissement, c'est aussi sur les enjeux de handicap. Où on a, et là-dessus, je pense qu'on peut faire mieux. Pour vous dire les choses, franchement, on fait beaucoup de choses, mais je pense qu'on n'en fait pas assez. Y compris parce que nous-mêmes, on est rattrapés par le vieillissement de nos locataires et qu'on n'a pas totalement vu venir que... Parce qu'avant, nos locataires qui vieillissaient, en fait, ils accédaient à la propriété et ils partaient. C'est moins le cas. C'est moins le cas. Et donc, c'est vrai qu'on doit voir les choses différemment. Par ailleurs, dans les profils des revenus de nos locataires âgés aujourd'hui ont quand même des taux de retraite, des retraites à taux plein plutôt en nombre. C'est pas exactement ce qu'on voit dans les courbes de nos locataires actifs aujourd'hui, qui vont avoir certainement des retraites beaucoup moins élevées. Et ça, c'est quelque chose qu'on anticipe pour la suite, qui est qu'on va avoir des décrochages. Notamment parce que nos entrants là, dans le logement social d'aujourd'hui, même actifs, sont plus pauvres que nos sortants. Donc on a une paupérisation des revenus des locataires qui est très claire. Et ça se voit à tous les niveaux, différents moyens de... Donc ça, et alors évidemment, quand il y a des crises avec les coûts de l'énergie, évidemment, on voit bien tout de suite que c'est considérable. Juste pour vous donner un exemple, hein, les locataires HLM en 2019, selon l'INSEE, il y en avait 35% qui étaient considérés comme pauvres, quand dans la population nationale, c'est 15%. Et les locataires du parc privé, c'est 22%, et les propriétaires, c'est 7%. Donc, on est sur des profils qui sont évidemment très particuliers. Ce qui est certain, c'est que, y compris nous, on réfléchit à muscler nos travaux sur la question du vieillissement, parce qu'il faut qu'on fasse plus.
Et là où on voit, qu'est-ce qu'on voit qui vraiment doit être amélioré, c'est d'une part qu'on adapte les logements plus rapidement, même si on a les moyens, mais c'est une machine très complexe, il faut monter les dossiers, c'est un peu comme dans le parc privé, hein. Il faut le faire plus souvent, et notamment c'est l'adaptation salle de bain, tout ce qui permet en fait la sécurisation et tout ça. Et dire quand même que si on le fait, c'est parce qu'il y a les dégrèvements de TFPB, ce qui sont très importants. Donc, pourquoi j'en parle? Parce que si on n'a pas cette aide-là fiscale, fiscalité locale, on n'y arrive pas. Bon, d'ailleurs, il faut le dire, hein, tous les abattements de TFPB aujourd'hui, ça finance 10 fois plus que ce que l'État apporte dans le logement social. Et c'est d'ailleurs pour ça que les collectivités, parfois, exigent que ça soit bien compensé à 100%, et ça n'est pas le cas. Mais en fait, c'est les abattements et les dégrèvements que nous avons par les collectivités locales, c'est considérable. Alors, soit sur la construction, soit sur les réhabilitations, soit sur les adaptations. Mais malgré tout, je pense qu'on peut faire beaucoup plus. Et ensuite, c'est des réflexions que nous avons avec pas mal d'acteurs, c'est qu'on se dit qu'il faut peut-être aussi, parce que les seniors des années à venir sont un peu différents des seniors d'il y a 20 ans, donc peut-être qu'aussi que nous-mêmes, on doit proposer d'autres produits. Mais je pense que ça sera aussi en réflexion avec ce que proposent les pouvoirs publics et les collectivités. Enfin, certains bailleurs sociaux sont propriétaires d'EHPAD, donc on n'est pas gestionnaire, hein, mais on en a quand même beaucoup. Là, se posent d'autres questions, c'est qu'y compris le modèle économique, par exemple, pour rénover les EHPAD. Et là, je ne parle pas de la question de la gestion, mais la rénovation des bâtis n'est pas tout à fait là. Ok, ben, merci. Moi, j'avais eu une question sur le LLI, mais la réponse est venue par anticipation, mais peut-être qu'on y reviendra dans le cadre de la mission, parce que c'est le terme qui revient, c'est la recette miracle pour certains. Bon, mais je ne vais pas faire répéter ce qui a été dit sur le fait que... Sur le LLI, on a des analyses, y compris sur l'adéquation, la non-adéquation entre loyer et revenus. Des personnes appelées... Non, mais parce que il y a un changement très nouveau, hein. On est très sollicité par les grands services publics, les grandes entreprises publiques, la PHP, la PM, Enedis, EDF, enfin, tous ces qui n'arrivent plus à loger leurs salariés. Très clairement. Donc, les bailleurs sont très sollicités. Le ministère, il y a 2 ans, nous avait proposé de faire plus de LLI, mais en fait, le LLI est trop cher. En fait, ces publics-là, ils sont éligibles au PLUS, qui est le logement locatif des travailleurs, social des travailleurs, et qui, je le rappelle, est le secteur le moins aidé des 3. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai obtenu, même si ce n'est pas suffisant, des prêts supplémentaires pour 2024 sur le PLUS, parce que très clairement, c'est ce secteur-là qu'il faut aider. C'était le logement massif il y a encore 40 ans, ça ne l'est plus aujourd'hui. Et en effet, le LLI, il est intéressant pour d'autres raisons, mais il soutient des publics qui ont déjà des revenus plus élevés. On est sur du cadre. Et donc, je ne pense pas que ça répond exactement aux personnes bloquées dans l'accès au logement aujourd'hui. Non, mais on est... Enfin, en tout cas, je partage ça, mais je suis toujours frappé d'entendre... le LLI revenir comme la recette miracle. Là, sur le village olympique, je prends juste un exemple, je ne sais pas si on l'a déjà évoqué, mais sur le village olympique, vous avez des grandes administrations publiques qui achètent du LLI, ministère de l'Intérieur, la PHP, et qui ensuite vont les louer au tarif du PLUS et qui prennent la différence. Mais c'est pas un modèle, ça. Ça peut pas être un modèle économique viable, hein. Il aurait mieux valu construire du PLUS. Ce qui m'amène, c'est vraiment, on arrive au terme du timing, mais ce qui m'amène quand même juste à une réflexion, parce qu'il y a un grand impensé dans le système du logement actuel, notamment dans les attributions, c'est celui du logement des fonctionnaires. Quand même plus de 5 millions de fonctionnaires dans ce pays, avec des salaires plutôt en dessous que le privé, notamment pour les catégories inférieures.
Et il n'y a pas d'équivalent au 1%. Il fut un temps où il y avait le contingent préfectoral qui était censé attribuer une partie de ces logements aux fonctionnaires. Ça ne se fait plus, surtout dans les zones les plus tendues où les publics prioritaires sont multiples et nombreux. Et donc, c'est par là que l'Allemagne est revenue dans le logement aidé et est revenue sur sa doctrine de privatisation du logement social en recréant un bailleur social pour le logement des fonctionnaires. Mais je suis preneur si l'USH entame un chantier de réflexion et de proposition pour qu'il y ait de nouveau un couloir d'accès et donc de financement pour le logement des fonctionnaires. C'est-à-dire une équivalence de la PEC fonction publique. Dans le questionnaire, sur le LLI, on a été assez largement interrogé par François Jolivet. On a été auditionné, et donc je verserai au questionnaire l'analyse. Parce qu'en plus, on s'est rendu compte qu'il y a des effets concurrentiels avec le PLS, avec des avantages qui existent au LLI sur la fiscalité et sur le fait qu'il n'y a pas de cale. Voilà. Et que donc sur le suivi des publics, là aussi, on a des remarques et des analyses à faire. Non, mais on est preneur. Hein. Je crois sur l'élite, de toute façon, il va bien falloir sortir des formules rapides sur le sujet pour essayer de creuser et sur le coût en argent public et sur le fonctionnement, sachant que par ailleurs, dans une commune voisine de ma circonscription où il y a beaucoup de LLI, au-delà de tous les problèmes, pas de cale, etc., ça se traduit surtout par des locataires à qui on ampute encore un peu plus de pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'on attribue des ULLI à des gens avec des taux d'effort à 35-40%. C'est quelque chose sur le poison de la RLS sur la construction, parce que la RLS, c'est un prélèvement sur les bailleurs, mais à chaque fois qu'on construit, par le système de lissage, en fait, tous les logements conventionnés sont dans le champ de la RLS, et donc tous les loyers sont amputés de 5% à peu près. Donc quand on calcule un équilibre d'opération, il faut viser 5% plus haut, à cause de la RLS. Et comme on voit qu'on a déjà du mal à atteindre l'équilibre, la RLS plombe, en fait. Voilà. Et donc ça, c'est pour PLUS, PLS. Et c'est pour ça qu'il reste le LLI qui est trop cher. Et je confirme que donc cette mesure temporaire depuis 2019, nous sommes en 2023 et en 2024, elle est inscrite au PLF. Et les compensations qui étaient existantes en 2019 puis 2020-2022 dans le cadre d'un accord avec le Premier ministre de l'époque n'existent plus. Donc en plus, l'accord qui permettait sa prolongation jusqu'en 2022 ne tient plus. Aujourd'hui, sur la base de rien, ce prélèvement est dans le projet de loi de finances sans aucune discussion. On est au terme de la clause de revoyure. La clause de revoyure s'est terminée en 2022. Oui, c'est ça. Donc j'essaie d'obtenir... bon, bref. Et vous noterez que dans l'accord que nous avons malgré tout signé la semaine dernière, parce qu'il était intéressant avec le ministre du Logement, il n'y a pas un mot sur la RLS volontairement. Pour répondre à votre question sur les fonctionnaires, déjà, les 5% de logements pour les fonctionnaires dans le contingent de l'État, ça ne fonctionne pas du tout. Alors, pour deux raisons. D'une part, les fonctionnaires n'ont évidemment pas accès au 1% patronal, enfin, à la FIL, qui est très important, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. J'aurais pu tout à l'heure parler d'Action Logement quand vous parliez des partenariats publics-privés, parce que Action Logement, c'est quand même le 1% employeur et le rôle des entreprises, c'est une très belle réussite. Mais un fonctionnaire aujourd'hui n'accède pas, y compris, il y a eu tout un débat sur la garantie visale, de savoir si les fonctionnaires pouvaient l'avoir et tout ça, mais sinon, il n'a pas accès au logement par cette file-là. Donc, soit il demande un logement dans le cadre du contingent municipal, donc là, pour quelques années, soit c'est le contingent État. Très clairement, aujourd'hui, mais ce n'est pas nouveau, hein, le contingent État, déjà, n'est pas suffisant. Par ailleurs, je m'excuse de le dire, mais l'État local, parfois, ne sait pas gérer son contingent, il ne sait pas où il est. Et dans le cadre de je vais y venir après. Il y a ça, et puis ensuite, il n'y en a pas assez. La loi Elan a mis en place une réforme des attributions en flux et en cotation. C'est donc en 2019.
Nous avons été contraints de demander à la ministre du Logement en 2021 de repousser jusqu'à 2023, non pas parce que les bailleurs n'étaient pas prêts, mais parce qu'un tiers des EPCI seulement avaient mis en place le système permettant de mettre en place la réforme. La réforme doit s'appliquer dans un mois. Aujourd'hui, je crois que seulement 2 tiers des EPCI concernés sont en capacité de la mettre en œuvre. Donc, je verse ça au dossier, même si je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais quand même, quand on met en place une réforme aussi importante sans l'accompagner, en fait, ça n'existe pas. On voit bien, nous, aujourd'hui, que tous les fonctionnaires, notamment de la catégorie C, ont énormément de mal à accéder au logement, et y compris à l'accession. Alors, on a été sollicité par le ministre de la fonction publique sur ces sujets-là. On a signé une convention avec lui, notamment sur la partie accession sociale, parce qu'ils veulent qu'on travaille plus en direction des fonctionnaires là-dessus. Mais ça ne résoudra pas le problème de l'attractivité des emplois de la fonction publique dans certains secteurs. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'en fait, un peu comme ce qu'il y a pour Action Logement, c'est que beaucoup d'administrations publiques contactent les bailleurs en direct et achètent des réservations. Alors, il y a beaucoup d'argent qui est mis sur la table, ce qui est même parfois considérable, parce qu'en fait, les ministères nous financent 10 fois mieux une opération de logement social que l'État. Ça, c'est une autre histoire. Et en effet, notamment pour des personnels, je dirais, vitaux, notamment tout ce qui est relatif à la santé, à la sécurité. Et très clairement, on est beaucoup sollicité par par le ministère de l'Intérieur, éducation et notamment santé. Alors avec des réussites, très clairement, la PHP a beaucoup travaillé avec les bailleurs franciliens sur le sujet pour pouvoir réouvrir des lits en fonction du nombre de personnels logés. Jean Castex à la RATP nous sollicite également. On voit bien qu'il y a une question. Donc après, on peut se dire 2 choses. Soit, parce que ce n'est pas que l'histoire des fonctionnaires, c'est les entreprises publiques et les fonctionnaires, en fait. Certaines relèvent du 1% logement, d'autres pas. Donc, soit il y a un 1%, on va dire... Exactement, mais ça ne suffit pas. Donc, soit demain, on dit qu'il y a une partie fonction publique dans le 1%, mais ça veut dire qu'il faut que l'État participe comme... Et bon, je ne vais pas ouvrir le débat, mais dans un système avec des partenaires sociaux, enfin, je ne m'appartiens pas de répondre à ça, mais soit en effet, on a une autre filière. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on a une demande très forte, y compris, on sait qu'on a des demandeurs, les fonctionnaires ne font pas la demande, c'est le conjoint qui fait la demande à son nom pour ne surtout pas être dans la filière fonctionnaire, parce qu'il y a encore moins d'offres. Donc, c'est quand même extrêmement problématique. Nous, en tant que bailleurs, je ne vous cache pas qu'on est très volontaire pour loger ce type de public, en raison de sa stabilité, en raison aussi des missions qu'il exerce tous les jours, fait que voilà. Donc, nous, on aimerait mieux, en effet, pouvoir en faire plus. Donc, c'est vrai qu'on est plutôt aujourd'hui dans des contractualisations locales avec les fonctionnaires concernés. Pour justement réserver une partie du parc. Après, la réalité, c'est qu'on n'a pas assez de logements. Parce qu'en fait, c'est vraiment du PLUS qu'il faut qu'on mette et on ne l'a pas. Et en effet, ce qui se passe, c'est que beaucoup de ces ménages-là accèdent à du logement en loyer LLI, mais ils sont à plus de 30% d'efforts. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont quand même en situation de fragilité parce que les loyers sont considérablement élevés par rapport à leurs revenus. C'était juste une réflexion, non, mais c'était juste pour compléter. C'est vrai que ce que tu pointes, c'est on parle de soins à domicile. On a justement un problème d'attractivité de ces métiers-là, et c'est peut-être par le logement que ça peut aussi résoudre, parce que lorsqu'on a une difficulté de se loger et qu'on se retrouve à 50 km des soins qu'on doit porter, c'est un bon moyen. Alors, on va évidemment répondre à votre questionnaire. Et puis, on a, comme vous savez qu'on produit beaucoup d'analyses, on va vous faire un petit paquet avec beaucoup de réponses. Et la note sur le LLI, on est preneur. On va vous faire la note sur le LLI, la trajectoire sur les rénovations, et puis aussi le modèle économique du logement social, et puis toute une partie sur les locataires et sur les demandeurs, puisqu'on a fait des analyses poussées sur les demandeurs il y a 2 ans, ce qui nous a montré en fait leur paupérisation très forte. Donc, qui permet aussi de se poser la question sur ce segment du public dont on parle peu, mais qui est pourtant extrêmement présent. Ok, merci.